C'est le retour de la pause. On va partir rapidement pour la République démocratique du Congo, où la police s'est déployée mardi au sein du Parlement. Siège depuis 2 jours d'une bataille rangée entre les partisans du camp Tshisekedi et ceux du camp Kabila. Au moins 3 personnes ont été blessées à des degrés divers mardi matin dans des affrontements entre les deux camps à l'intérieur même du palais du peuple, où la police s'est déployée pour rétablir l'ordre. Firmin Tekwabo, on a tous vu ces images de parlementaires qui se lançaient des chaises, qui s'envoyaient des cailloux et tout. C'est comme ça qu'on va régler la crise qui naît en RDC? Non. Non, je pense que tout est parti de la volonté du président au pouvoir de se départir ou de mettre fin à l'accord conclu entre lui et le président, l'ancien président Joseph Kabila. C'est parce qu'il ne veut plus de Kabila, mais je pense qu'il s'y prend un peu mal, ou surtout peut-être ses partisans et sympathisants qui s'y prennent mal. Mais s'il veut mettre fin à l'accord, il peut le dire, mais pas de brutalité, pas de violence, parce que c'est ça qui va engendrer encore un certain nombre de situations indésirables. Mais il faut reconnaître qu'au niveau du Parlement, ou au niveau des parlements, souvent, la tension souvent monte, il y a de ces violences, il y a de ces actes de brutalité, mais à ce niveau-là, on pouvait emprunter une voix beaucoup plus douce. Il pouvait dire, je mets fin, ou même avant qu'il ne dise, je mets fin à l'accord conclu avec Kabila, et là, en sourdine ou dans les coulisses, discuter avec des partis pour former une nouvelle coalition. Et quand ce sera déjà réglé, et maintenant on peut passer à ça, où il dissout l'Assemblée, il dissout l'Assemblée, et avec tout ce toute la technique qu'il aura à mettre en place, il va remporter les législatives avec bien sûr ces partis, et il forme la majorité. Maintenant, avec ça, là, ça va créer d'autres tensions, et ça va lui être peut-être difficile à gérer. Qui n'oublie pas qu'il n'est pas un politicien, qui n'oublie pas qu'il n'est pas un ancien rebelle. Hein. Kabila, il a encore toutes les astuces, Kabila, il a encore toutes les manies pour pouvoir le battre en ce qui concerne la brutalité. Il n'a pas il est au pouvoir, mais il n'a pas la force. Il n'est pas un rebelle, il n'est pas violent. Kabila, lui, il est un militaire, il a cet esprit violent, et il sait comment manier les pions en sa faveur. Il fallait juste qu'il emploie une voix, ou qu'il emprunte une voix beaucoup plus douce pour arriver à ses fins. Les partisans de Joseph Kabila lui demandent de prendre la parole pour livrer sa part de vérité sur cette nouvelle crise qui menace la stabilité du pays. Autour de Kabila, on n'a pas non plus l'impression qu'il a vraiment une maîtrise de la chose. On sent que sa coalition de plus de 300 députés est en train de lui échapper un peu. Et en politique, comme le disait souvent le professeur Agbobli, Moril Agbobli. Non, c'est Moril. Ah, oui. Moril, donc dans ses cours de l'histoire des faits économiques et sociaux, il nous disait que les alliances, l'alliance en politique est un mariage mortel. Et bien sûr, ce n'est écrit nulle part, c'était des paroles qu'il nous disait, mais ça se voit dans ce qui est en train de se passer entre Kabila et Tshisekedi. Et tout le monde savait que cette alliance ne pouvait pas tenir jusqu'à la fin. Et je me souviens que dans l'un de nos débats, nous avons bien précisé qu'un jour le chien peut échapper à son maître. Et c'est ça, le chien qui est en train de s'échapper. Je crois que ça, pour également Kabila, ça doit être une honte d'avoir cru à Tshisekedi que cette alliance pouvait aller loin. Et puis, là où Tshisekedi, moi je ne vois pas, il n'est pas perdant. Je ne pense pas, parce que à l'heure où nous sommes, les yeux sont focalisés sur Kabila. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tous les jours, c'est des gens de Tshisekedi, que ce soit les députés ou les ministres et ses collaborateurs qui sont empêchés ici et là, et même les menaces et autres qui tombent sur Tshisekedi. Les fuites de documentation et d'information sont souvent orchestrées, et on peut dire, entre guillemets, par les gens de Kabila.
Mais il ne peut pas continuer jusqu'à la fin. La responsabilité en matière de gouvernance des personnels, ça ne se partage pas. Pour dire que non, que je n'étais pas président à part entière, non. Donc, ce qui est en train de se passer, Kabila doit se prononcer. C'est pourquoi ses partisans l'appellent. Et s'il ne se prononce pas encore, peut-être que, comme je dis, c'est un peu la honte, parce que tous les yeux sont focalisés sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire de Tshisekedi? Et moi, je dis que... De toute façon, Tshisekedi ne veut plus de lui. Oui, moi, je dis que le temps... Il n'aura jamais réussi, le timing de Tshisekedi, est-ce qu'il maîtrise la maison? Est-ce qu'il maîtrise ses propres partisans? Mais il ne va pas rester un président de façade jusqu'à la fin. Et c'est le moment pour lui également de le faire, de s'affirmer. Et il a la possibilité aujourd'hui d'appeler à l'aide extérieure. C'est lui le président, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui le président. La dernière fois, Firmin disait, est-ce qu'il a la plénitude des moyens, s'il a la même mise sur les militaires, ou bon, qu'il était et quand il était venu, il devait les remplacer. Moi, j'ai dit, non, il fallait faire avec. Et maintenant, avec le temps d'étoffer, je pense que présentement, il y a des pays qui sont prêts. Il y a la Russie, il y a la Russie qui est prête, même qui a déjà installé sa première base en Afrique, au Soudan, donc qui s'approche beaucoup de l'Afrique. Donc, inévitablement, Kabila aura besoin. Bon, bien sûr, c'est en contrepartie du sous-sol, mais c'est la même chose que Kabila a fait pendant des années. Et ça, on ne va pas. Est-ce que ce pays a quand même besoin de ce nouveau spectacle? Un pays qui, on le sait déjà, dans l'est du pays, est meurtri par des tueries, des conflits interminables. Est-ce que ce pays a encore besoin d'une crise politique au sommet? Le jour où le pays là sera stable, l'Occident va partir. Ah ouais. Il n'y aura plus de coton. Le jour où les choses deviendront normales dans ce pays, l'Occident partira. Donc l'Occident ne cherchera jamais à ce que ce pays-là soit stable, ou l'Occident ne cherchera jamais à le stabiliser. Ça, c'est sûr. Mais ceux-là qui le dirigent, eux-mêmes, ils ne s'en aperçoivent pas. Eux, sont les intérêts qui les intéressent. C'est pour cela qu'ils se battent. Par exemple, quand vous demandez à Tshisekedi pourquoi il fait tout ça, c'est pour se maintenir au pouvoir. C'est pour pouvoir remplir à la prochaine élection. Quand vous demandez à Kabila pourquoi il fait tout ça, pourquoi il veut reconquérir son armée, entre guillemets, ses sympathisants, c'est parce que quoi, il veut reconquérir, il veut se repositionner à la prochaine élection. Donc, au-delà de tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Et c'est ce qui est grave. Ils n'ont pas l'ambition de construire une RDC, mais l'ambition qu'ils ont, c'est soit de rester au pouvoir éternellement, ou soit c'est d'arriver, c'est de revenir au pouvoir. Mais Kabila, je pense qu'il s'est fait du pays, il s'est fait avoir, mais avec toute son expérience, il s'est fait avoir. Peut-être militaire, il n'était pas un bon politicien. Sinon, il ne devrait jamais conclure un accord avec Tshisekedi. S'il savait qu'il allait revenir au pouvoir, mais il ne fallait pas qu'il conclue cet accord avec Tshisekedi. Dans la mesure où, pour conclure un accord, mais celui-là qui vient au pouvoir, c'est lui qui a les clés du pouvoir, et il peut rompre cet accord, et puis c'est fini. C'est ce qui est en train de lui arriver maintenant. Et il devait même s'inspirer de ce qui arrivait à José Eduardo Santos, qui est parti en 2017, et aujourd'hui qui est en train de souffrir. Sa fille qui est en train de souffrir. Et maintenant, peut-être, cette situation même, cette situation rwandaise qui est arrivée avec le décès de Nkurunziza aussi devrait l'inspirer. Donc, ce qui pourrait sauver la situation, c'est que Kabila se taise, qu'il se retire, qu'il se dise « Ah, nous allons faire ce qui est bon pour notre pays. » Mais s'il a toujours cette envie de revenir au pouvoir, je pense que la situation va toujours se compliquer. Ça va se compliquer. Regardez le temps est passé. On va évoluer vers le Ghana, si vous permettez. Le Ghana, nous parlons là-bas également de la présidentielle, réélection ou alternance. En tout cas, le pays attend le verdict des urnes. Presque 48 heures après la tenue du vote, la Commission électorale nationale indépendante qui avait annoncé pouvoir être capable de donner ses résultats sous 24 heures n'a pas pu. Hier, cette commission a annoncé le report, la Commission électorale a annoncé donc le report de la proclamation des résultats. En cause, c'est que la Commission avait décentralisé le système de transmission des résultats, recevant des données des centres de dépouillement dans les 16 régions du pays au lieu des 275 districts électoraux, et cela devrait accélérer tout le processus, mais ça n'a pas marché comme prévu et finalement ces résultats se font attendre. Oui, c'est l'appareil électoral de nos pays qui sont conçus comme ça. Vous voyez, les États-Unis avec combien de millions de votants, même les votes par correspondance.
d'autres. Mais bon, on a vu vite les résultats. Cette année, ça a duré. Hein. Ils ont Oui, mais un peu plus de 2 jours. D'une semaine, en tout cas, pour donner totalement les... Oui, mais on avait déjà les premières tendances qui étaient... C'est ça qui est intéressant et qui n'a pas été renversé. Est-ce que vous voyez? Donc, le Ghana, avec le Cissé, il faut voir, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle. C'est ce que nous-mêmes, nous souhaitons pour nos pays, comme même le Togo, où toutes les élections sont faites le même jour. Élections présidentielles et législatives. Et quand même, donc, les gens nous diront que les Burkinabés, les Ghanéens sont plus intelligents que les Togolais, que les Togolais sont tellement analphabètes. Hein, c'est le Togo qui, on chante les taux d'alphabétisation, les taux de de satisfaction, qu'on nous dise que les Togolais sont tellement bêtes qu'ils ne peuvent pas voter plusieurs élections à la fois. Donc, il y a ça, mais quand même, les bureaux de vote diffèrent, mais il doit y avoir beaucoup, et il y en a, beaucoup de contestations dans les localités. C'est ça qui ne facilite pas la collecte, sinon la centralisation des résultats. Donc, et déjà au Ghana, on annonce des morts. Déjà, 5 morts. Quand on dit 5 en Afrique, c'est que c'est peut-être 10, 15. Voilà. Donc, ce modèle de démocratie que nous voulons en Afrique, que nous voulons que le Ghana nous confirme, est en train de s'échapper parce que les partisans de NDC disent que si leur candidat ne sort pas, ils vont faire le carnage. J'espère qu'on ne va pas arriver comme ce qui est arrivé à ailleurs, voilà. Il y a le président sortant, Nana Akufo-Addo, qui a déclaré mardi soir être sûr de l'emporter. Son rival John Dramani l'a mis en garde contre toute tentative de voler l'élection. Le climat se tend. Oui, il y a quelqu'un qui disait le fait que c'est parce que Rani c'est mort. Non, le climat se tend. J'ai l'impression que peut-être Nana Akufo-Addo a un peu appris la leçon dans la région ouest-africaine et il n'a aucune volonté de partir lui aussi. C'est ce qu'on voit peut-être quand il voit un Ouattara faire un 3e mandat, quand il voit un Condé aussi dans son 3e mandat, quand il voit un Kaboré en train de faire son 2e mandat, il se dit c'est pas moi qui vais partir. Donc il va mettre tout en place pour gagner cette élection-là. Et quand ça va comme ça veut dire ça perd de crédibilité. C'est comme il y a de petites fraudes qui rentrent en jeu, tout ça. C'est comme celui-là se dit moi j'ai les résultats, l'autre dit c'est lui qui est en train de frauder. Au Ghana on n'avait pas ça. Au Ghana on n'avait pas ça. Ça veut dire l'évolution est en train de saper la démocratie ghanéenne. Bon, ce qu'ils appellent la démocratie, moi je parlerai peut-être de la tenance. Peut-être c'est peut-être les Togolais qui décrit tellement leur système qu'ils aiment idéaliser le système ghanéen. Les élections ont toujours été très tendues au Ghana. On a toujours eu des morts. Mais on n'en a toujours pas parlé. Et même moi, je voulais toujours dire sur ce plateau, quand on a dû le Ghana sur le plan démocratique, moi, je n'ai jamais été d'accord. Parce que j'ai même lu un rapport tout récemment de l'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Ghana, où on parlait de torture, on parlait des conditions de vie des détenus, des conditions exécrables, des conditions difficiles, la torture dans certains centres de détention au Ghana. Et moi j'ai dit mais il y a tellement de choses ici qui ne nous parviennent pas ici au Togo et on a dû le système ghanéen. Même en 2004 ans plus tôt, la situation était encore tendue lors de l'élection de Nana Addo, qui a fait partie de John Mahama. Ouais. John Mahama, il avait fait un mandat. Avant d'être vaincu par John. Il avait remplacé Jonathan Mills, décédé. Il a fini son mandat. Il a eu son mandat en 2012. 2016, il a été dégagé. Il a été dégagé, vous imaginez. Donc, quand on voit... Et dans un résultat étriqué. Hein? Oui. Okay. Et donc, quand on voit des choses comme ça, j'ai dit que le Ghana ne fait pas mieux. Et aussi, moi, je dis, à Nana Akufo-Addo, il copie un peu. Moi, j'ai des amis qui viennent souvent du Ghana, avec qui je cause. La situation politique au Ghana n'est pas réalisante. Hein. Mais il y a des gens même qui se disent, le Ghana est en train de vivre ce que le Togo a vécu dans les années 90. C'est une situation de dictature où on peut enfermer facilement des gens, où on peut facilement torturer. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle? Est-ce qu'on se dirige vers une réélection ou une alternance? Ça va être difficile parce que, comment vous l'appelez, John Mahama semble prendre un peu un peu d'avance. Et vous savez, ce qui arrive au Ghana, surtout, c'est avec le temps. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par copier
nos systèmes. Et quand vous voyez la proximité de Nana Akufo-Addo avec les présidents de la sous-région, même si entre-temps les gens pensaient que c'est lui qui allait résoudre le problème togolais, il a plus participé à enfoncer le système. Vous avez vu qu'il a été, le premier à féliciter ouvertement Ouattara et Condé. C'est que c'est le retour de l'ascenseur. Donc, il veut forcément... mais je pense même qu'il est rentré dans le système francophone. Francophone parce qu'il parle même bien français. Donc vous aurez pu voir ce que nous avions défini un peu en disant que le Burkina risque de rempiler. Il a rempilé. Et la Côte d'Ivoire, c'était déjà calqué. Bon, maintenant, c'est le Ghana. Mais on verra avec le vote décentralisé et le fait que beaucoup d'élections se sont passées en même temps. Et là-bas, ce ne sont pas les magistrats qui sont les présidents de CELI. Ça aussi, c'est un problème, qui n'arrive pas à vider le contentieux électoral. Parce que le magistrat est complice de la fraude électorale. Là-bas, ce n'est pas la même chose. Le magistrat est au-dessus et liquide le contentieux électoral. Donc, ce qui fera qu'on va voir d'ici la fin de cette semaine, vendredi, je pense, qu'on doit avoir les résultats. Mais pour le moment, c'est très serré. Personne ne peut dire. Je ne pense pas qu'il y aura un deuxième tour, mais puisque le troisième candidat soit à 0,1%. Donc, c'est... Voilà. Moi, je vous ai dit, mais sur le plan électoral, le Togo a beaucoup évolué parce que ça fait déjà des années, on n'a plus de morts quand on organise des élections au Togo. Oui, mais attends, Philomène, ce n'est pas question de faire la collection. Oui, mais ici, ce qu'il... Attendez, oui, ce qu'il faut saluer au Ghana, comme on l'a dit, les élections entre John et Mahama et Akufo-Addo, bien sûr qu'il y avait eu des soupçons de fraude, mais le contentieux a été rapidement liquidé. Et le Ghana s'est remis au travail. Ici, c'est maintenant que vous kidnappez les gens dans la rue pour aller enfermer en prison. Et puis, vous parlez de quoi? Alors, on la pause et on revient pour le Togo.